Aujourd'hui, nous te montrons une nouvelle version numérique du Titanic, cartographiée avec une technologie spéciale. Depuis le sort du SS Californian jusqu'à la dernière mélodie de l'orchestre du Titanic. Aujourd'hui, nous allons voir 15 faits intéressants sur le Titanic. Numéro 4. Le sort du SS Californian. Dans la nuit fatidique où le Titanic a rencontré son destin, un autre bateau, le SS Californian, était plus près du lieu du désastre que n'importe quel autre navire. La proximité du Californian avec le géant qui sombrait a été un sujet d'intrigue et de controverse depuis cette nuit tragique. Comment était-il possible qu'un bateau stationné à seulement quelques milles du Titanic ne vienne pas à son aide rapidement? Le Californian s'était arrêté pour passer la nuit à cause des champs de glace traîtres qui se trouvaient plus loin. Son opérateur radio, Cyril Evans, avait envoyé un avertissement au Titanic concernant les glaces, mais on lui a brusquement dit de se taire car l'opérateur du Titanic était occupé. Plus tard, lorsque le désastre s'est produit, la radio du Californian s'est éteinte pendant la nuit, les laissant sans nouvelles des signaux de détresse du Titanic. Mais le silence de la radio n'était pas le seul élément mystérieux de cette histoire. Les membres de l'équipage du Californian ont affirmé avoir vu des fusées s'élever dans le ciel nocturne. Ces fusées, qui étaient des signaux de détresse du Titanic en train de couler, auraient dû provoquer une action immédiate. L'équipage du Californian a débattu des signaux qu'il voyait. Bien que des aspects de cette nuit aient été reconstitués, les décisions et inactions du Californian restent débattues. Étaient-ce simplement des étoiles filantes, des feux d'artifice d'une autre fête ou, en réalité, un véritable cri de secours? Au final, bien que de nombreux aspects de cette nuit aient pu être reconstitués, la séquence exacte des événements, les décisions prises à bord du Californian et les raisons de leur inaction restent un sujet de débat et d'étonnement. Le sort du SS Californian d'être si près et en même temps si loin au moment du besoin est une énigme qui continue de résonner dans les annales de l'histoire maritime. Numéro 2. La véritable raison de la pénurie. De canaux de sauvetage. La négligence la plus évidente et tragique du Titanic était le nombre insuffisant de canaux de sauvetage pour un navire transportant plus de 2200 passagers et membres d'équipage. Le Titanic était équipé de canaux de sauvetage pouvant accueillir seulement 1178 personnes. Cette sombre arithmétique a longtemps été un point central de l'héritage du navire, mais pourquoi y avait-il une pénurie si marquée? Pour commencer, le Titanic a été conçu à une époque où les réglementations maritimes n'avaient pas suivi le rythme des rapides avancées dans la technologie de construction navale. Les normes de la Commission du commerce de l'époque exigeaient que les navires britanniques de plus de 10 tonnes n'aient que 16 canaux de sauvetage. Le Titanic, avec un tonnage de 46 tonnes, avait 20 canaux de sauvetage. Ce qui dépassait techniquement le besoin, mais n'était de loin pas suffisant pour la capacité réelle du navire. L'insuffisance n'était pas simplement une question de négligence. Les considérations esthétiques et commerciales ont également joué un rôle. La direction pensait que plus de canaux encombreraient le pont. Bruce Ismay pensait que plus de canaux de sauvetage encombreraient le pont et nuiraient à l'attrait du luxueux navire. De plus, comme on disait que le navire était insubmersible, cela a engendré un faux sentiment de sécurité, car on pensait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un grand nombre de canaux de sauvetage. Il y a aussi des innovations technologiques en jeu. On croyait que le Titanic avait un design avancé de compartiments étanches qui le rendaient pratiquement insubmersible. Cela a renforcé la croyance en son invincibilité et a pu contribuer à la complaisance concernant les provisions de canaux de sauvetage. Après la catastrophe, la pénurie de canaux de sauvetage est devenue un symbole évident de négligence et de complaisance. La tragédie a catalysé des changements significatifs dans les réglementations de sécurité maritime, y compris les exigences concernant la capacité des canaux de sauvetage. Numéro 3. Prémonition de l'insubmersible Molly Brown. Marcel Brown, connu sous le nom populaire de l'insubmersible Molly Brown, est l'une des figures les plus célèbres qui ont émergé du désastre du Titanic, reconnu pour son esprit indomptable et son courage pendant le naufrage du navire. L'héritage de Molly Brown est entrelacé avec des récits d'héroïsme. Cependant, moins connu est le récit de sa étrange prémonition avant d'embarquer sur le Titanic.
Molly Brown, une riche philanthrope et membre de la haute société américaine, n'avait jamais eu l'intention d'être sur le Titanic. Elle voyageait à travers l'Europe quand elle a reçu la nouvelle que son petit-fils était malade. Dans son désir de retourner aux États-Unis, elle a réservé un billet sur le premier bateau disponible, qui s'est avéré être le Titanic. Avant son départ précipité, Molly a fait un rêve troublant. Dans sa vision, elle se trouvait sur un grand bateau qui subissait un terrible accident. Le rêve était si vivant et perturbant qu'elle en a parlé à ses amis. Dans une lettre, elle a décrit le chaos, l'eau froide et une sensation de fatalité imminente. Elle ne se doutait pas à quel point ce rêve serait prophétique. La prémonition de Molly Brown témoigne des phénomènes inexplicables du Titanic. Bien que ces actes de bravoure soient bien documentés, cette prévoyance inquiétante témoigne des innombrables phénomènes inexpliqués entourant l'histoire tragique du Titanic. Cela sert de rappel troublant de la fine ligne entre l'intuition et la réalité, ainsi que des mystères qui se trouvent souvent dans le domaine de l'inexplicable. Numéro 4. La légende de la malédiction de la momie du navire. Parmi les nombreux récits qui entourent le Titanic, la légende de la momie maudite du navire se distingue comme l'une des histoires les plus fantastiques de malédictions anciennes, avec des récits d'explorateurs face à la colère des pharaons. Cependant, l'histoire de la malédiction d'une momie qui fait couler le Titanic rend la tradition plus dramatique. L'histoire commence avec le supposé transport d'une momie égyptienne à bord du Titanic. Cependant, l'histoire de la malédiction d'une momie qui fait couler le Titanic élève la tradition à un niveau encore plus dramatique. L'histoire commence avec le prétendu transport d'une momie égyptienne à bord du Titanic. Ce n'était pas n'importe quelle momie, on croyait qu'il s'agissait des restes de la princesse Amorade. Selon la légende, cette momie portait avec elle une puissante malédiction qui apportait malheur et désastre à quiconque la possédait, provenant du musée qu'il avait initialement abrité en Angleterre, où des morts mystérieuses et des malheurs hantaient le personnel. Pour ses prétendus propriétaires ultérieurs, confrontés à des morts prématurées ou à des tragédies, la malédiction de la momie semblait impitoyable. La légende de la momie maudite révèle notre recours au surnaturel. Bien que le naufrage du Titanic soit dû à des erreurs humaines, elle maintient l'histoire du navire dans le mythe et le mystère. Cela montre notre tendance à recourir à des raisonnements surnaturels pour tenter de donner un sens à des événements qui défient l'entendement. Bien que le naufrage du Titanic puisse être attribué à une série d'événements malheureux et d'erreurs humaines, l'attrait de légende comme celle de la malédiction de la momie garantit que l'histoire du navire reste enveloppée de couches de mythes et de mystères. Numéro 5. Le mystérieux incendie du dépôt de charbon a provoqué le naufrage du Titanic, une merveille d'ingénierie. Mais, caché sous ses brillantes coques et ses intérieurs opulents, se dissimulait un danger qui, selon beaucoup, a influencé son naufrage. Un incendie qui brûlait dans le magasin de charbon de la mine numéro 6. L'incendie, qui a commencé même avant que le Titanic ne prenne son voyage inaugural, est une partie moins connue mais fondamentale de l'histoire tragique du navire. Ce n'était pas un événement rare sur les navires de l'époque, et de nombreux membres de l'équipage auraient été bien familiarisés avec la gestion de ce type d'incendie. La méthode principale pour lutter contre un incendie de charbon était de le jeter à la pelle dans les chaudières du navire, profitant ainsi de la combustion pour le bénéfice du bateau. Cependant, l'intensité et la ténacité de cet incendie en particulier ont fait qu'il a continué à brûler plusieurs jours après le début du voyage. Les enquêtes officielles sur le naufrage du Titanic ont accordé peu d'attention à l'incendie, se concentrant plutôt sur l'iceberg et d'autres facteurs. L'incendie du magasin de charbon intrigue. Un incendie caché aurait-il pu sceller son destin? Cela souligne les forces en jeu. Un incendie caché à l'intérieur du navire aurait-il pu sceller son destin? Bien qu'il soit impossible de déterminer l'impact exact de l'incendie sur les événements ultérieurs, la simple existence de cet incendie ajoute une autre couche à la tragédie multifacette du Titanic, soulignant la myriade de forces en jeu lors de ce voyage fatidique. Numéro 6. La disparition du passager de première classe William T. Stead. Parmi les passagers du Titanic, William T. Stead était spécial. Stead, un journaliste et éditeur britannique de renom, occupait une place spéciale. Stead n'était pas simplement un journaliste, mais un pionnier du journalisme d'investigation et un défenseur de la réforme sociale. Cependant,
sa présence à bord du Titanic et sa disparition ultérieure ont suscité de l'intrigue, non seulement à cause de sa stature, mais aussi en raison des inquiétantes prémonitions qu'il avait écrites. William T. Stead avait écrit des récits sur le Titanic. Stead avait écrit en 1886 sur un naufrage fictif, prédisant le destin du Titanic. En 1886, il a écrit sur le naufrage du vapeur Coréo au milieu de l'Atlantique, un récit fictif d'un navire qui sombre après avoir heurté un autre bateau, en raison du manque de canaux de sauvetage. L'histoire prédisait étrangement le sort du Titanic, soulignant les conséquences désastreuses d'une embarcation de sauvetage inadéquate. Encore plus troublant, en 1892, Stead a écrit une autre histoire. Un navire sauve les survivants d'un bateau. Le capitaine s'appelait Edward Joe Smith. Stead est resté calme et a aidé femmes et enfants à monter dans les canaux de sauvetage. Le capitaine du Majestic, dans l'histoire, s'appelait Edward Joe Smith, le même nom que le capitaine du Titanic. La nuit du naufrage du Titanic, Stead est resté calme. Des témoins l'ont vu dans le salon fumeur lisant un livre. D'autres disent qu'il a été vu pour la dernière fois sur le pont, avec un gilet de sauvetage, regardant les étoiles. Certains témoins se souviennent l'avoir vu dans le salon fumeur de première classe en train de lire un livre. D'autres affirment qu'il a été vu pour la dernière fois sur le pont, tenant un gilet de sauvetage et regardant pensivement les étoiles. Son corps n'a jamais été retrouvé. De nombreux mystères entourent le Titanic, mais les écrits prophétiques de William T. Stead, disparus sur le Titanic, sont parmi les plus touchants. Stead et sa disparition ultérieure dans le même navire semblent prédire, se distinguent comme l'un des chapitres les plus touchants et troublants. Numéro 7. L'énigme du Californian a retardé les opérations de sauvetage. Le rôle du SS Californian la nuit où le Titanic a sombré reste l'un des aspects les plus débattus et déconcertants de la catastrophe. Comme déjà mentionné, le Californian était plus proche du Titanic que tout autre navire au moment de la collision avec l'iceberg. Cependant, la série d'événements qui se sont produits et la réponse apparemment tardive du Californian ont laissé les historiens et les passionnés avec des questions en suspens. Le Californian, commandé par Stanley Lord, avait interrompu son voyage à cause de la dense couche de glace. Dans les heures précédant les signaux de détresse du Titanic, l'opérateur radio du Californian avait averti le Titanic des conditions de glace. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, la radio du Californian s'est éteinte, coupant ainsi efficacement le principal moyen de communication. Cependant, le mystère s'approfondit au-delà du simple silence de la radio. Tout au long de la nuit, les membres de l'équipage à bord du Californian ont signalé avoir vu des fusées avec des signes clairs de détresse en mer. La vue de ces fusées aurait dû déclencher un effort de sauvetage immédiat. Cependant, pour des raisons qui restent controversées, le Californian n'est pas intervenu. Était-ce une incrédulité, une série de malentendus ou autre chose qui a empêché le Californian de se précipiter pour aider le Titanic? Le capitaine Lord a soutenu qu'il n'était pas conscient de la gravité de la situation et pensait que les fusées pouvaient envoyer un signal qui n'était pas un appel à l'aide. Il a également mentionné les risques associés à la navigation à travers le champ de glace dans l'obscurité. L'énigme qui entoure les actions des Californiens, ou leur absence, a donné lieu à de nombreuses théories, chacune essayant de disséquer les décisions du navire cette nuit-là. Tandis que certains y voient une grave erreur de jugement ou un manquement au devoir, d'autres pensent qu'il s'agissait d'une série de tragiques erreurs de communication. Numéro 8. L'identité des orphelins du Titanic. Parmi les histoires déchirantes de perte et de survie qui ont émergé de la catastrophe du Titanic, l'histoire des orphelins du Titanic est particulièrement touchante. 2 petits-enfants, âgés de 4 et 2 ans, ont été trouvés seuls dans le canot de sauvetage pliable du navire lorsqu'il a été secouru par le Carpathia du RM. Sans parents ni tuteurs en vue, l'identité de ces enfants est rapidement devenue un mystère. Les enfants ont d'abord été pris en charge par une femme nommée Marcelle, une passagère de première classe qui avait également survécu au naufrage. Elle les a emmenés chez elle, où la presse les a surnommés les orphelins du Titanic. Leurs photos ont touché beaucoup. Qui étaient ces enfants? Le mystère s'est éclairci lorsqu'une femme nommée Marcelle Coretto a vu leurs photos dans le journal et les a reconnus. Qui étaient ces enfants et comment se sont-ils retrouvés seuls dans un canot de sauvetage au milieu de tout ce chaos? Le mystère a commencé à se dénouer lorsqu'une femme nommée Marcelle Coretto a vu leurs photos dans le journal et les a reconnus immédiatement. C'étaient ses fils, Marcel et Edmond Navratil.
Son père, Marcel Navratisseur, les avait enlevés à leur mère en France et voulait commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Sous l'apparence d'un père veuf, il a réservé un passage sur le Titanic sous le pseudonyme de Louis M. Haussmann. Marcel Corretto, en apprenant où se trouvait son fils, s'est immédiatement rendu à New York et les a retrouvés avec joie. L'histoire des orphelins du Titanic est un témoignage des innombrables récits et destins personnels qui se sont croisés lors de ce voyage fatidique. Numéro 9. La dernière mélodie de l'orchestre du Titanic. Il a une capacité unique à capturer les émotions. Et la nuit où le Titanic a coulé, l'orchestre du bateau a utilisé ce pouvoir pour apporter réconfort, distraction. Et peut-être, une apparence de normalité aux passagers de plus en plus fébriles. À mesure que la situation devenait de plus en plus grave, les 8 membres de l'orchestre ont continué à jouer leur mélodie, offrant une toile de fond troublante à la tragédie qui se déroulait. Cependant, la mélodie finale qu'ils ont interprétée reste un sujet de débat et de mystère. Les récits des témoins oculaires des survivants varient. Certains se souviennent des notes sombres de l'hymne, « Plus près de toi, non Dieu », qui peint un tableau émouvant de résignation et de foi face à la fatalité imminente. Cette chanson en particulier a été fortement associée aux derniers moments du Titanic dans la culture populaire. Immortalisée dans des films et des livres comme le chant du cygne de l'orchestre. Les paroles de l'hymne résonnent avec le sentiment du moment, un plaidoyer pour la proximité avec le divin. Cependant, à mesure que la fin approchait, d'autres survivants ont offert des souvenirs différents. Certains ont mentionné des airs ragtime ou des chansons populaires de l'époque, suggérant que le groupe cherchait à remonter le moral et à maintenir un sentiment de calme, plutôt que de s'attarder sur une sombre réalité. Cependant, d'autres croyaient entendre les chants d'automne de Val, un air mélancolique qui convenait aussi à l'ambiance de la nuit. L'ambiguïté qui entoure la mélodie finale de l'orchestre illustre les défis de reconstruire un récit définitif à partir de souvenirs fragmentés et parfois contradictoires. Bien que nous ne sachions jamais sûrement quelles ont été les dernières notes qui ont flotté sur les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, la dédicace de l'orchestre du Titanic est une preuve touchante de la résistance de l'esprit humain et de l'impact profond de la musique dans nos heures les plus sombres. Numéro 10. C'est un témoignage émouvant de la résistance de l'esprit humain et de l'impact profond de la musique dans nos heures les plus sombres. Numéro 10. La théorie de l'interrupteur. Cette théorie suggère que ce n'est pas le Titanic qui a coulé cette fatidique nuit d'avril 1912, mais son navire jumeau, l'Olympique, de la Marine royale britannique. La théorie sous-jacente est une vaste escroquerie à l'assurance orchestrée par le propriétaire du bateau. La White Star Line, après les dommages que l'Olympique a subis lors d'une collision précédente. Le cœur de cette théorie réside dans les supposés problèmes financiers de la White Star Line, l'Olympique, qui a été lancé avant que le Titanic ne heurte le navire de guerre de la Marine royale britannique, le HMS Hawke, en 1911. Les dommages, importants mais non fatals, ont entraîné des réparations coûteuses et ont suscité des inquiétudes concernant les compagnies d'assurance. La théorie du changement postule que, dans une tentative de récupérer les pertes et de toucher l'argent de l'assurance, la White Star Line aurait intentionnellement échangé les identités des 2 navires pour envoyer l'Olympique, déjà endommagé, camouflé en tant que Titanic lors de son voyage inaugural, le condamnant à une collision avec un iceberg et à encaisser le gros paiement de l'assurance. Cependant, la théorie de l'échange de navires présente d'importantes lacunes. D'une part, la simple logistique de changer 2 des plus grands navires du monde sans que l'un des milliers de travailleurs du chantier naval Harland et Wolff de Belfast ne s'en rende compte est invraisemblable. De plus, les 2 navires avaient des éléments de design uniques et des accessoires sur mesure qui rendraient un échange complet extrêmement complexé. Évident. Numéro 11. Le destin du chat à bord du navire. Les chats ont longtemps été considérés comme un symbole de bonne chance sur les navires, car on croyait que leur présence protégeait les marins des tempêtes et garantissait des voyages en toute sécurité. Le Titanic, en accord avec cette tradition maritime, avait son propre chat de bord. Ce félin, souvent aperçu par les membres de l'équipage pendant les préparatifs et les essais du navire à Belfast, avec sa portée de chaton, faisait partie de la brève existence du Titanic. Cependant, le destin de cette chatte reste un mystère qui touche la corde sensible de nombreux passionnés du Titanic.
Selon la légende, quelques jours avant le voyage inaugural du Titanic, on a vu la chatte sortir ses petits du navire un par un. Certains membres d'équipage superstitieux l'ont interprété comme un signe de mauvais augure. Les animaux avaient un sixième sens pour détecter le danger imminent. Cette interprétation a été approfondie par la découverte que la chatte n'était plus à bord. Son absence soulève des questions sur le naufrage. On ne sait donc pas si le départ de la chatte était le résultat d'une intuition ou d'une simple coïncidence, mais son absence ajoute une autre couche aux innombrables interrogations qui entourent le naufrage du navire. Le destin du chat du navire reste l'un des mystères les moins connus mais les plus touchants de l'histoire du Titanic. Une petite histoire au sein d'une grande tragédie qui reflète notre profonde affection et connexion avec les animaux. Numéro 12. Le mystère de la façon dont le Titanic s'est réellement divisé. Lorsque le Titanic a sombré, une rupture dramatique a été observée. La poupe s'est élevée, s'est fracturée, puis a sombré. Les enquêtes montraient souvent le Titanic impact. Ils ont décrit comment la poupe du navire s'est élevée dans les airs avant de se fracturer et de sombrer dans les profondeurs glaciales. Cependant, les enquêtes initiales et les descriptions populaires du désastre avant la découverte de l'épave en 1985 montraient souvent le Titanic sombrant intact. La découverte de l'épave par le docteur Robert Ballard et son équipe a révélé que les sections de proue et de poupe s'élevaient dans les airs avant de se fracturer. La découverte du poids par le docteur Robert Ballard a montré que le navire s'était brisé en deux avant sa découverte en 1985. Cela a confirmé que le bateau s'était effectivement brisé en deux. Mais, comment cette rupture monumentale s'est-elle produite ? Les simulations modernes suggèrent que, lorsque la proue a sombré, les forces agissant sur la section médiane du Titanic ont causé sa rupture. Cette théorie concorde avec les récits de nombreux survivants qui parlent d'un bruit énorme semblable à celui du bateau se déchirant. La dynamique détaillée de la rupture fascine toujours les chercheurs et les passionnés. Cette théorie coïncide avec les récits de nombreux survivants qui parlent d'un bruit énorme semblable à celui du navire qui se déchire. La dynamique détaillée de la rupture, bien que désormais mieux comprise, captive toujours les chercheurs et les passionnés. La façon dont le Titanic a trouvé sa fin, se brisant dans le silence de la nuit, sert de rappel brutal des forces colossales en jeu et de la fragilité des structures humaines face à la puissance de la nature. Numéro 13. La disparition déconcertante des jumelles. Ces instruments cruciaux qui auraient pu aider à détecter les icebergs, plutôt manquaient inexplicablement la nuit de la tragédie. Frédéric Fleet, le vigie qui a aperçu l'iceberg, a témoigné après le naufrage que les jumelles étaient enfermées à clé. Si elles avaient été accessibles, peut-être l'iceberg aurait été vu de plus loin, donnant plus de temps pour réagir et éviter la catastrophe. S'ils avaient été accessibles, l'iceberg aurait pu être vu de plus loin. Cela aurait donné à l'équipage plus de temps pour réagir et potentiellement éviter la catastrophe. L'histoire raconte que les jumelles ont été enfermées dans un placard après le remplacement du deuxième officier du navire peu avant le voyage et que la clé n'a jamais été correctement remise au nouvel officier. C'est un détail faux, une pièce si vitale de l'équipement qui est devenue inutilisable à cause d'un simple oubli. Ce petit mais important incident a suscité beaucoup de débats. Bien qu'il soit impossible de déterminer définitivement si la présence des jumelles aurait changé le destin du navire, leur absence est un exemple flagrant de la façon dont de petits oublis peuvent avoir des répercussions monumentales. Numéro 14. Le lieu de repos final incertain du capitaine Edward Smith. Le capitaine Edward John Smith, à la tête du Titanic, est dans l'histoire du navire. Il avait dit que ce serait son dernier voyage avant la retraite. Ses actions sont racontées. Le capitaine Smith, un vétéran des mers, a déclaré que le Titanic serait son dernier voyage avant de prendre sa retraite, un sentiment qui a pris une tournure tragique lorsque le navire a pris fin. Il existe plusieurs récits des actions du capitaine Smith. Certains disent qu'il a été vu pour la dernière fois sur le pont. D'autres se souviennent de l'avoir vu dans la timonerie du navire. Il y a même des histoires selon lesquelles le capitaine aurait emmené un enfant vers l'un des canaux de sauvetage. Cependant, ces derniers moments exacts restent incertains. Cependant, ce qui n'est pas discuté, c'est le dévouement du capitaine Smith envers son équipage et ses passagers. On sait qu'il a relevé son équipage de ses obligations avec la phrase « Chacun se débrouille comme il peut ». Le corps de Smith, s'il a été récupéré, n'a jamais été identifié. Au fil des ans, plusieurs théories ont émergé sur son lieu de repos final.
Certains croient qu'il a sombré avec son navire et qu'il est resté à bord jusqu'à la fin, tandis que d'autres pensent que son corps repose sans être identifié dans une tombe canadienne. Le destin énigmatique du capitaine Edward Smith s'ajoute aux innombrables mystères du Titanic. Numéro 15. Les descriptions contradictoires des icebergs. L'iceberg, qui a scellé le destin du Titanic cette froide nuit d'avril 1912, est un personnage aussi important dans l'histoire du navire que n'importe quel être humain à bord. Cependant, pour un objet aussi crucial dans l'histoire, il y a une étonnante absence de consensus sur son apparence. Les récits des survivants, chacun racontant son impression de l'iceberg, ont brossé une myriade de tableaux contradictoires, ajoutant une autre couche d'énigmes à l'histoire du Titanic. Immédiatement après la collision, seule une fraction des passagers et de l'équipage du navire aurait aperçu l'iceberg. La nuit était sans lune et la mer étrangement calme, ce qui offrait peu de repères pour évaluer la taille et la forme de l'iceberg. Certains l'ont décrit comme un imposant monolithe, en soulignant sa hauteur, tandis que d'autres se souvenaient d'une masse de glace plus plate et étendue. Certains témoignages ont même suggéré que l'iceberg avait une bande rouge distinctive, probablement de la peinture du navire. Frédéric Fleet, le vigie qui a aperçu l'iceberg pour la première fois, l'a décrit comme une brume bleue. Un autre survivant a comparé son apparence à celle de la confiture de Dodie, se reflétant dans l'eau. De telles divergences pourraient être attribuées aux différents points de vue des observateurs, à la visibilité limitée de la nuit et au traumatisme émotionnel de l'événement. Les diverses descriptions de l'iceberg servent de rappel poignant des complexités de la catastrophe du Titanic. Chaque individu à bord du navire a vécu une expérience unique, teintée par sa perspective, sa position et ses émotions. Tout comme les souvenirs offrent des récits variés des derniers moments du navire, l'iceberg demeure un spectre changeant, clair dans ses effets, mais insaisissable dans sa vraie nature. Il se dresse tel un monument froid à l'interaction tragique entre ambition et nature humaine. Son vrai visage peut être caché à jamais dans les brumes de l'histoire et de la mémoire. Il se dresse comme un monument froid et indifférent à l'interaction tragique entre l'ambition et la nature humaine. Pourrait-il être son vrai visage, peut être caché à jamais dans les brumes de l'histoire et de la mémoire? Salut!